C'est l'heure du choix sur votre télévision. Bienvenue à toutes et à tous dans ce magazine consacré aux élections en République démocratique du Congo. Ici, nous recevons les candidats à tous les niveaux de ces élections. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Patrick Kalenga. Bonjour. Bonjour. Merci Bonjour. beaucoup, merci beaucoup d'être sur Ecofin aujourd'hui. Vous êtes donc candidat à la députation provinciale dans la circonscription des Kalamou numéro 35. Bienvenue une fois de plus. Alors, la toute première question que je pose à tous les candidats qui passent sur ce plateau, qu'est-ce qui a motivé votre candidature, votre décision de candidater, tout simplement? D'accord. Premièrement, je dois te remercier pour l'invitation sur ce beau plateau. En tout cas, c'est la toute première fois et donc c'est le moment le mieux indiqué à vous jeter de fleurs. Alors, pour revenir à la question que vous venez de me poser, sur la motivation qui a prévalu à ma candidature, je vais vous dire d'emblée, c'est la solidarité. C'est par solidarité et c'est par conviction, en fait, que j'ai postulé. Pourquoi j'ai dit par solidarité? Parce que depuis ma tendre enfance, j'ai trempé dans une famille où mon père ne cessait de me rappeler que pour un Africain, rien n'est plus tragique que de mener une vie d'ostracisme. L'Africain vit avec le groupe, son milieu naturel c'est les groupes, il vit en fonction et aux dépens du groupe. C'est pour cette raison que l'Africain, lorsqu'il naît, il travaille pour le groupe, il travaille pour le collectif. Il ne travaille pas pour son propre intérêt. Ça, c'est de un. De deux, quand j'ai dit par conviction, parce que j'ai toujours été externalisé par ce qui touche les autres. Ce qui touche les autres, c'est même les sacrifices du Christ pour le chrétien. Et donc Christ, si aujourd'hui il est aussi prié de manière intempestive, c'est simplement parce qu'il est mort pour les autres. Le bien-être, c'est les autres. On ne peut pas aujourd'hui être en paix lorsque les autres souffrent. Donc tu peux être dans les bonheurs, dans la bourgeoisie la plus compradore, mais lorsque ton prochain mène une vie misérable, si vous n'êtes pas choqué ou si vous n'êtes pas interpellé, ça veut dire que vous manquez l'essentiel de ce qui doit être un être humain. Vous avez manqué les cœurs. Ce qui manque dans notre société, c'est les cœurs. L'essence humaine a simplement tari. Et par rapport à ces constats, je me suis dit qu'il était très important pour moi de pouvoir m'engager et pourquoi pas postuler pour quand même ramener un certain nombre de choses. Postuler donc à la députation provinciale dans la circonscription de Kalamou. Pourquoi seulement Kalamou? Pourquoi n'avoir pas choisi Funa et d'autres circonscriptions? Pourquoi seulement Kalamou? C'est une très bonne question parce que à la base, je devrais normalement postuler à la députation nationale, mais vous savez que en politique, on s'engage pas comme ça sans pour autant analyser un certain nombre de choses. Donc j'ai dû revoir mes ambitions à la baisse pour postuler à la députation provinciale parce que je me disais que j'ai un certain nombre de propositions dédiées que j'ai pu proposer pour la ville province de Kinshasa. Et donc, au niveau national, j'avais pas des éléments aussi super importants qui toucheraient directement la population. Donc, c'est pour cette raison que je me suis dit, ben, je dois postuler à la députation provinciale. Pourquoi Kalamou? Parce que tout simplement, c'est mon fief, c'est là où j'ai grandi. J'ai étudié dans la commune des Kalamou. J'ai mené l'éclair de mon temps ou de ma petite vie dans la commune des Kalamou. Je suis connu dans la commune des Kalamou. Donc je dirais même que tous les ressortissants de la commune des Kalamou, si pas la quasi-majorité de ressortissants de Kalamou, me connaissent. Mais connaître une personne, ça ne veut pas vouloir dire donner quitus à son engagement politique. Voilà pourquoi il est important dans cette période de pouvoir travailler pour essayer de convaincre un certain nombre de choses, toucher la corde sensible des ressortissants de Kalamou pour espérer avoir leur quitus à l'Assemblée provinciale. Donc Kalamou, parce que Kalamou c'est ma commune, j'habite la commune de Kalamou, j'ai grandi, j'ai étudié la commune de Kalamou et donc c'est pour cette raison que j'ai choisi Kalamou comme étant mon bastion électoral.
Voilà, vous avez évoqué ici un certain nombre d'édits que vous avez à proposer pour le bien de la ville de Kinshasa et de Kalamou en particulier. Oui. Mais avant d'en arriver là, j'aimerais savoir, je vais dire, voilà, on prend justement cette question des édits. Quelle est la nature de ces édits-là? Bon, vous savez, lorsque on est intellectuel, un intellectuel, c'est une personne qui est capable de se poser des questions sur le problème qui accable sa société et propose des solutions quant à ce. Alors, si vous observez minutieusement le problème qui accable notre société, vous allez remarquer d'abord de un, nous avons un fort et sérieux problème d'embouteillage dans la ville-province de Kinshasa. Mais on a l'impression que les dirigeants de la ville sont un tout petit peu débordés dans leur tête. On a l'impression que la ville n'est pas régulée, au fait, du point de vue de transport routier ou de la mobilité urbaine. Et donc, il est de bonne loi pour un candidat à la députation provinciale de pouvoir observer qu'il y a un problème et d'en proposer une solution. Donc, j'ai eu à travailler pendant un laps de temps sur cette question-là et j'ai une proposition que j'aimerais bien offrir à la ville-province de Kinshasa pour réguler ce problème parce que, comme vous le savez, en ce qui concerne le problème des embouteillages, le pays qui a connu le plus grand embouteillage dans le monde, c'est la Chine, en fait. La Chine a connu un embouteillage de plus de 12 jours. Et donc, ils ont eu à réfléchir aussi dans une certaine mesure pour solutionner ce problème-là. Et le problème ne s'est pas posé en termes de l'élargissement des routes, mais en termes de la psychologie des usagers des routes. Et donc, du coup, je suis parti de ce postulat-là pour étoffer ma proposition d'Idi. Et je pense que peut-être dans une émission bien élaborée, on va essayer aussi d'en décortiquer les nuances de cette proposition d'Edith là. À part cette question épineuse des embouteillages dans Kinshasa, il y a quoi encore à part cela, il y a... comptez proposer si jamais vous êtes élu? Voilà, je proposerai aussi une autre proposition d'Edith qui porte sur la mise sur pied d'une direction générale d'observation de prix. Parce que il est important aujourd'hui de réguler ce côté-là. Si aujourd'hui il n'y a pas un impact du point de vue social dans la ville-province de Kinshasa, une bonne partie est due aussi à ces laisser-aller qu'il y a dans la tarification ou l'observance de prix tels que édictés par l'autorité des tutelles sur le marché. Alors, en fait, on n'a pas assez d'associations de consommateurs qui font exactement leur travail, mais vous allez vous rendre compte, je vous donne un cas, très souvent dans notre pays, s'il y a une montée ou une grimpée de prix dans le marché, il y a toujours des commissions ad hoc conjoncturelles qui sont mises sur pied pour arriver à résorber cette question de manière conjoncturelle. Mais il n'y a pas une solution structurelle sur ce côté-là. Une structure bien assise. Il faut structurer de manière pérenne. Voilà, il faut aussi que ça soit encadré par une loi. La ville-province de Kinshasa, les gens souffrent. Vous avez une personne qui est rémunérée, par exemple, avec un salaire, par exemple, de $150. Et dans les $150, il faut ventiler. Il faut soit prendre 10% pour affecter aux problèmes liés, aux besoins liés à la nourriture, par exemple. Il y a 30% qui est affecté pour le paiement de loyer. Il y a autant de pourcents. Mais vous allez remarquer que cette personne-là doit aussi aller au travail. Mais une fois à l'arrêt des bus, c'est les automobilistes qui effectuent ces transports-là qui arrivent à augmenter les prix à tout bout de champ. Déjà, lorsque vous avez budgétisé votre budget de transport mensuel à $30 par exemple, vous vous retrouvez avec un coût de transport qui triple. Et si vous vous posez la question, quel est l'indicateur objectivement vérifiable qui a impacté sur les coûts de ce transport? Il n'y a rien. Est-ce qu'il y a
les carburants qui a augmenté? Non. Qu'est-ce qui se passe? Non, c'est les... Bon, on se réveille un bon matin, ben voilà, au gré des intentions ou de l'humeur de l'automobiliste, le prix augmente. Alors que la ville a le devoir de sécuriser les consommateurs, les usagers, les gens qui prennent ce transport-là, pour arriver à rendre en osmose le budget et tout ça. On sait qu'au niveau de l'hôtel de ville notamment, il y a des divisions en charge des transports. Ces prix sont déjà régulés. Ne pensez-vous pas qu'il y a un besoin plutôt au niveau de suivi de l'application de cette régulation sur le terrain? Ben justement, en fait, les décisions, ces décisions-là, est-ce que ces décisions-là sont encadrées par de lois? Je me pose de questions. Je dirais même que ce sont pas des décisions qui sont encadrées par de loi. Et entre autres, vous allez prendre par exemple, lorsqu'il faut fixer le prix par exemple de transport, il y a cette triptyque entre la délégation de l'hôtel des villes, la délégation de l'association des chauffeurs et aussi d'autres services étatiques qui se mettent ensemble pour fixer les prix. Une fois que ces prix-là est fixé, l'observance même de ces prix-là sur le marché pose un sérieux problème. Et si on essaye d'instaurer cette direction générale ou soit un observatoire des prix dans la ville-province de Kinshasa, ça va essayer de résorber cette question-là qui impacte sur le budget combien minime des Quinois. Donc il y a ça, mais en même temps, lorsque vous entrez dans des boutiques, lorsque vous allez acheter par exemple des denrées de première nécessité, etc., vous allez remarquer qu'il n'y a pas de prix, on n'affiche pas les prix. On vous bombarde le prix en fonction de l'apparence que vous présagez en fait. On regarde, on dit, ben non, mais attends, Patrick est en costume, etc. Forcément, si je lui dis que tel fruit coûte 5000 francs, il sera à même de payer. Et donc là, comme aussi, on est aussi dans une certaine mesure, on a cette mentalité surdimensionnée, on veut toujours paraître, alors que l'être nous pose problème, mais voilà, on est roulé dans la farine par ces marchands véreux. Et donc, l'observatoire de prix va aussi essayer de mettre une certaine salubrité dans ces secteurs-là pour aider la population. Aussi, beaucoup de choses dans la ville-province de Kinshasa, en termes de prix, ça pose toujours de problèmes et il faudrait que des candidats à la députation provinciale puissent réfléchir. Et c'est pour cette raison que je ne cesse de répéter comme une cymbale dans les oreilles de nos électeurs que l'Assemblée provinciale n'est pas une question d'argent, c'est une question d'intelligence en fait. L'intelligence provinciale pour arriver à résoudre des questions, à proposer des choses. Et les esprits parfois ne sont pas aussi préparés à accepter certaines réalités, mais on est en droit de nous battre jusqu'au bout pour que l'intelligence reprenne sa place d'or, quoi. Justement, alors ça c'est une vie un peu globale de Kinshasa, mais vous êtes candidat dans la commune de Kalamou. Oui, de Kalamou, oui. Qu'est-ce que vous avez identifié comme problème dans cette commune et que vous voulez résoudre? J'estime que vous êtes allé à la rencontre déjà de vos électeurs. Qu'est-ce que vous comptez faire exactement? D'abord, avant d'en arriver là, oui. Quels sont les problèmes que vous avez identifiés dans la commune de Kalamou? Bon, je veux dire qu'il y a plusieurs problèmes. Hein. Il y a le problème est plurisectoriel dans plusieurs secteurs de la vie de ressortissants des Kalamou. On connaît pas mal de problèmes. Alors, il y a le problème de banditisme urbain qui bat son plein dans la commune de Kalamou, mais il y a toujours une solution à tout ça. À une certaine époque, j'étais porte-parole d'un ancien ministre de Mines, et c'était aussi un candidat à la FUNA. Donc, je travaillais avec lui. On a eu à mettre de stratégies pour venir à bout des gangs qui pullulaient dans cette circonscription. Et je connais quand même un certain nombre de solutions pour arriver. Mais cette solution-là n'était pas une solution pérenne. C'était une solution aussi, dans une certaine mesure, conjoncturelle. Mais
C'est pourquoi j'ai lu même la réponse politique que le président de la République a eu à mettre en pratique pour arriver à résoudre un tant soit peu ces problèmes de banditisme urbain, le Kuluna. C'est-à-dire que à la place où l'ancien régime, le régime de Kabila, avait donné une réponse aussi facile de tuer carrément les Kuluna et tout, mais le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, a apporté une autre réponse, une autre méthodologie. La méthodologie consiste simplement à prendre le Kuluna et les transformer en bâtisseurs. C'est-à-dire que c'est un travail qui doit être fait au niveau national pour arriver à résoudre. Parce que si vous regardez au travers le monde, le pays qui connaît les taux de banditisme le plus élevé au monde, c'est l'Honduras. Honduras, c'est un pays où les taux de banditisme est plus élevé au monde. Et qu'est-ce que l'Honduras a fait? C'est exactement la réponse que le président Félix Tshisekedi a mise en pratique. C'est-à-dire qu'on prend les Kuluna, l'État essaye de prendre en charge ces inciviques-là et tout, pour les encadrer et les civiliser. Une fois que ces gens-là, ces inciviques sont civilisés, ils commencent à participer à l'effort du développement d'un pays ou d'un État. C'est pour cette raison que vous verrez un ancien Kuluna actuellement qui construit des bancs qui sont utilisés au niveau des écoles pour les enfants qui sont scolarisés. Mais en même temps, l'État prend en charge de manière le salaire de ces gens-là. Donc, ces Kuluna sont devenus matriculés, ce sont des fonctionnaires de l'État, ils sont payés par le trésor public, donc ils sont devenus redevables à cet État-là. Donc nous, en tant que candidat à député provincial, c'est pas de notre rôle aussi, dans une certaine mesure, de donner vraiment une solution structurelle à cette question-là, mais on peut toujours suppléer, un tant soit peu, à mettre un peu d'accalmie dans la commune, parce qu'on connaît les habitants de ce coin, parce qu'on connaît... Ça, c'est le rôle de l'exécutif provincial. Justement. Sur lesquels vous aurez le contrôle. Justement. Effectivement. Vous êtes élu. Effectivement, parce que nous, on légifère et on contrôle dans une certaine mesure. Il y a une certaine pression et un certain lobby. Donc nous, on peut mettre un peu de pression, essayer de contrôler si telle recommandation qui a été formulée au niveau de l'Assemblée provinciale, au niveau du Parlement provincial, est mise en pratique, et essayer de suivre ça. Donc c'est vraiment une chaîne, c'est un système que nous aussi, nous allons jouer notre part et tout, mais l'exécutif, par l'entremise du ministère de l'Intérieur, provincial de l'Intérieur, on va essayer de travailler sur ça. Mais entre autres, des initiatives, ça ne manque toujours pas pour arriver à résorber cette question. Voilà pourquoi j'ai eu à... Nous avons, mon équipe et moi, travaillé sur la mise sur pied d'une banque alimentaire. Parce que remarquez que la plupart de ces Kuluna, ces groupes qui se forment lorsqu'il y a une certaine oisiveté. L'oisiveté étant la mère de tous les vices, ce qui fait que la personne qui manque à manger, qui manque quelque chose à mettre sous la dent, etc., va chercher à racketter par-ci, par-là. Mais pour racketter facilement, il faut créer une bande des gens, parce que quand vous êtes en groupe, vous n'êtes pas vulnérable. La personne que vous trouvez seule, cette personne-là est vulnérable parce que vous allez commettre ces bévues-là en groupe. Et donc, du coup, si on arrive quand même, sous le plan social, à résorber un certain nombre de questions, notamment la question liée à l'alimentation de ces jeunes dans la circonscription de Kalamou, ça serait une bonne chose. Voilà pourquoi, nous, à notre niveau, de manière personnelle et privée, on va essayer de mettre sur pied cette banque alimentaire-là qu'on appelle Angélique Banque. Et cette banque-là va travailler avec les écoles. On met des cantines au niveau des écoles pour des enfants en âge de scolarisation. On espère que ça, ce n'est pas un argument des campagnes. C'est pas un argument des campagnes parce que officieusement, on l'a déjà. Ça veut dire que vous soyez élu ou pas, ça va continuer, bien évidemment. Bien évidemment, parce que c'est privé et c'est continuel. D'ailleurs, avant que je ne candidate, j'ai pas mal d'éléments à mon actif. Moi, j'ai une agence, une plateforme de mise à disposition d'un personnel qualifié pour le mettre à la disposition de certaines entreprises. J'ai
plus de 20 agents qui travaillent dans cette plateforme-là. Tabala Agency, c'est connu. Dans deux ministères, etc., il y a des agents de Tabala qui travaillent. C'est-à-dire que je n'ai pas attendu candidater pour servir aussi mes semblables ou donner un coup de pouce à... On a rien, mais on fait peu. Quand on aura peu, on fera beaucoup. Mais si on nous donne beaucoup, on fera de miracles. On fera de miracles. À part ce problème de banditisme à Calamou, est-ce qu'il y a un autre problème que vous avez identifié? Bon, il y a aussi cette question de... En fait, tout tourne autour des valeurs. Tout tourne autour des valeurs. À une certaine époque, Calamou était, pour ceux qui ne savent pas, Calamou était considéré comme la commune où émergeait l'élite culturelle et l'élite intellectuelle. C'est peut-être une information que je veux donner aux téléspectateurs de Ecofin TV. Mobutu, l'ancien président de la République, sa première maison lorsqu'il fut journaliste, c'était à Yolo Nord, dans un quartier de Calamou. Et la personne qui louait, qui finançait le paiement de cette maison-là, c'est Maître Taureau. Maître Taureau, paix à son âme, c'est lui qui était cofondateur ou fondateur de DSMP Daring Motema Pembe. À l'époque, c'était Dieu connaît mon problème. Donc, c'était vraiment les temples de la culture, les temples du savoir. Parce que, actuellement, on voit les valeurs qui sont charriées dans cette commune laissent à désirer, alors qu'à l'époque, c'était les temples de ces valeurs culturelles-là. Donc, il faudrait qu'on arrive à cultiver les ressortissants de cette commune-là. Il faut, tout part de la mentalité. Lorsque la mentalité, elle est bonne, vous remarquerez que le reste va suivre comme une traînée de poudre. Donc, si on arrive à toucher, à changer les valeurs de ressortissants de la commune de Calamou, ça va quand même booster les choses. Donc, les comportements inciviques continuent à perdurer parce que les valeurs n'ont plus d'émise dans la commune de Calamou. Vous rencontrerez quelqu'un, vous échangez avec, vous remarquez qu'il y a certains tares en termes de valeurs. Lorsque vous, qui aviez par exemple étudié et vous avez atteint un certain niveau, vous vous dites que je fais un peu comme Aristote le disait dans l'allégorie de la caverne, c'est-à-dire que vous avez touché le sommet, vous revenez dans le trou pour ramener les autres qui sont encore dans le trou, le ramener pour voir quand même le soleil. Mais quand vous arrivez pour échanger avec ces semblables-là, vous remarquez qu'il y a un hiatus entre vos valeurs et leurs valeurs. Et c'est eux qui veulent vous maintenir. Voilà, ils veulent vous maintenir dans ce trou-là. Et donc, si vous n'êtes pas suffisamment aguerri, eh ben, vous allez vous-même être transformé par eux. Donc, si vous tenez mort du cuisse et que vous avez vraiment solidifié vos valeurs, vous allez quand même essayer de transmettre ces valeurs-là et la commune va redorer le blason terni quand même. Et donc il y a aujourd'hui nécessité d'un changement sérieux des mentalités. Effectivement. Dans la commune de Calamou. Patrick Kalenga, je rappelle, vous êtes candidat à la députation provinciale numéro 35, dans la circonscription de Calamou. Comment se passe la campagne sur les terrains? Oh, ça se passe bien. Déjà, je suis quelqu'un de positif. Ça se passe bien. Il faut aussi relever que c'est pas toujours facile de battre campagne dans un environnement où la mentalité que nous venons d'évoquer n'est pas propice pour les candidats que nous sommes, parce que on a habitué les électeurs à la noix épluchée. C'est-à-dire que quand on arrive, on a saigné à blanc le trésor public, on a saigné à blanc le caisse de l'État, on a empoché de manière indue certaines sommes de l'État, et on vient avec beaucoup plus de facilité, on donne à ces électeurs-là. On les a habitués pendant plusieurs cycles électoraux et c'est devenu une habitude. Et l'habitude, c'est difficile d'extirper une habitude dans le tête des électeurs.
parce qu'ils sont comme ça, ils réfléchissent comme ça, ils respirent comme ça, ils transpirent comme ça. Et lorsque vous arrivez, une première expérience, vous dites, ben, je veux changer les choses, etc. et tout. Arrivez sur terrain, vous vous désillusionnez. Vous vous rendez à l'évidence que, ben voilà, il faut, dans une certaine mesure, soit emboîter les pas, faire comme les autres, soit vous maintenir dans votre position, mais avec beaucoup plus de flexibilité. C'est-à-dire que vous allez donner l'argent, cet argent-là doit être utilisé pour quelque chose d'assez sérieux, mais en même temps, vous véhiculez le message quitte à transformer ces gens-là et tout. Mais c'est pas facile quand on n'a pas un budget conséquent. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la campagne électorale sur les terrains est égale à donner de l'argent aux électeurs. Bien sûr. Payer moralement. Bien sûr. Je vous dis que moi, je suis en train d'expérimenter cela, en fait. Déjà, à la base, je ne voulais pas battre campagne, faire ce qu'on appelle la campagne de prestige. C'est-à-dire que prendre des véhicules, des camions, commencer à sillonner les grandes artères, etc. Je me dis que les vrais électeurs sont dans de ménages, dans de parcelles. Et lorsqu'on claironne dans les grandes artères, eux, ils sont encore dans leurs parcelles. Donc, il faut aller les chercher. Et chance pour moi, c'est vraiment une bonne chance pour moi. Parce que quand j'entre dans des parcelles, je change avec des gens, je trouve des gens quand même civilisés, des gens qui, dans une certaine mesure, entendent aussi la voix de la raison. Et pas seulement la voix de l'argent. Parce que sur 80%, sur 80%, sur 100%, c'est 90% des électeurs qui entendent la voix de l'argent. Et c'est 10% qui entendent la voix de la raison. Et donc, il faut faire avec. Et dans cette circonstance, dans cette réalité qui est quand même dure, vous faites comment? Qu'est-ce que vous prévoyez? Comment pensez-vous être élu? Bon, déjà, il faut faire sa part. Il faut faire sa part parce qu'on juge la personne par la part que cette personne ramène à la société. Moi, je ramène ma part, mais aussi, c'est une question de destin parce qu'il faut quitter la vie biologique pour arriver à la vie biographique. On est tous dans la vie biologique. Les électeurs réfléchissent dans la dimension biologique, c'est-à-dire qu'il faut de l'argent, il faut ceci. Mais quand il faut de l'argent, c'est les cerveaux qui créent l'argent. C'est les cerveaux qui créent l'argent. Nous sommes dans une situation où nous devons créer l'argent. On ne va pas commencer à se lamenter, à pleurnicher en disant que ben voilà, ça demande l'argent, nous on n'a pas l'argent. Mais si vous n'avez pas l'argent, on ne va pas vous élire. Donc on essaye de trouver des bras financiers par-ci par-là, à gauche, à droite, pour soutenir notre combat. Vous n'avez pas été financé par votre regroupement ou parti non, politique? Les regroupements à Kinshasa ou si on va plus loin, en République démocratique du Congo, surtout pour cette campagne. Ce cycle électoral. Non, ça n'a pas. On n'a pas financé les candidats. Je ne sais pas. Je dis par rapport à mon regroupement. Moi, je suis de AAAVC. C'est un regroupement qui est composé de plusieurs partis politiques aussi. Mais nous, on n'a pas été financé. C'est-à-dire que je suis en train de battre campagne avec mes propres économies. C'est qu'on me paye comme salaire, c'est qu'on me paye comme salaire là où je travaille, des petites actions, des petites initiatives d'entrepreneuriat que je réalise, je trouve des petites économies et on essaye un peu de les affecter dans une certaine mesure pour ne pas aussi ruiner nos propres ménages et puis voilà, on essaye quand même d'être équilibré, on fait ce qu'on a à faire et le reste c'est Dieu quoi. Moi je crois en Dieu, je suis chrétien, je sais que nul n'est impossible à celui qui croit et Dieu n'échoue jamais. Donc à partir du moment où Dieu n'échoue jamais, je vois mal moi échouer. Et l'échec aussi dans ma psychologie n'existe pas parce que l'échec c'est une façon de recommencer mais intelligemment. L'expérience nous enseigne et donc il n'y a pas des échecs quoi. Donc on va faire les choses. Si on n'est pas élu, on va travailler dans le gouvernement. Si on n'est pas nommé dans les gouvernements, on sera nommé comme mandataire public. Si on ne sera pas nommé comme mandataire public, on va travailler dans des cabinets de gens. L'intelligence doit fonctionner au service de l'État. Donc je vois la politique au sens large du terme. Je ne suis pas borné simplement à cette échéance électorale qui va s'estomper
les 19. Très bien. Vous êtes chrétien, vous croyez en Dieu, mais en même temps, Dieu n'ira pas voter. Je vous prie de regarder dans cette caméra juste derrière vous. Il va toucher les cartes de gens pour voilà, voter. Et vous adresser à vos électeurs dans 30 secondes seulement en lingala pour vous, ceux qui vous suivent justement à Kalamu. Alors, Bamasta Kalamu, hein? Bamasta Kalamu, na solara na bino wala ba vrai kinois parce que tout ça ba vrai kinois. Kalamu ba benga biso ba yankete mais tout ça ba vrai bill, hein? Le professeur Kambaï Boacha, que je salue, nous a toujours dit ça. Donc, Naza candidat Nabino, candidat numéro 35, Patrick Kalenga, au Benganga honorable depuis bien longtemps. Donc, nako multiplier ba 20 paroles te pour boye binga, boye bi comportement nanga, boye bi façon nazalelaka na commune Nabiso. Et là, on a enseigné à Nabino. Pour voter numéro 35, dans quoi il nani pour voter pour voyer déjà qu'il faut voter numéro 35. Candidat député provincial, il y a Kalamu. Pour voter nga, pour tout changer quand même image, il y a parlement. Parlement provincial, il faut et comme un temple, il y a ma proposition, il y a ma solution, il y a ville province, il y a Kinshasa. Et particulièrement, il y a commune, il y a Kalamu. Donc, tous ça, tous ces nga pour voter biso. Bokende le 20 tant Bokende voté au yebi que non na présidentiel candidat président Ezali Félix Antoine Tshisekedi yende to voté candidat numéro 20 mais la députation provinciale tout ça na mona na kala Patrick Kalenga numéro 35. C'est ce que je vous demanderai et le reste sera meilleur en tout cas. Merci beaucoup Patrick Kalenga d'être passé sur le plateau de l'heure du choix. C'est à moi de vous remercier en tout cas. Merci et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Merci à vous aussi de nous avoir suivis. L'heure du choix revient incessamment sur votre télévision avec un autre candidat sur cette chaise. À très vite.